Le mien va pas marcher. Moi j'ai plus de jus. Mais je vais partir plutôt lundi prochain. Parce que je pars Super autonome. Bien, bonjour. Je vous propose qu'on commence. Elle n'est pas très agréable cette salle parce que je ne vous vois pas tous. En tout cas, je voudrais commencer par vous saluer. Je suis très content de retrouver de nombreux visages connus, de gens que j'ai croisés tout au long de leurs années d'études. Bonjour. Et je vois aussi des tas de visages nouveaux, donc je suis content de faire votre connaissance aussi. Bon, je vous invite à une espèce d'aventure de pensée, d'aventure de réflexion en commun, autour de ce qu'on pourrait appeler une théorie de la pratique. Alors, théorie de la pratique clinique, bien sûr. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle d'ailleurs, ça s'appelle théorie de la pratique clinique. Bon, je crois qu'il faut commencer par une espèce de constat, c'est que il n'y a pas, pour l'instant, véritablement, on pourrait dire, de théorie de la pratique clinique qui soit installée, qui fasse autorité, sur lesquelles on puisse tranquillement s'appuyer pour essayer de penser ce à quoi vous êtes confronté maintenant et ce à quoi vous serez confronté dans le futur. Vous m'entendez, là, ça passe tolérant ? Donc c'est pour ça que c'est une aventure. C'est une aventure pour essayer de voir s'il est possible de dégager. Alors c'est d'une extrême ambition. Il faut avoir des projets très ambitieux, même si en cours de route ensuite on restreint considérablement ses ambitions. Mais si on n'a pas de projet ambitieux, il y a des chances qu'on n'arrive nulle part. Alors, donc le projet est ambitieux. Il est d'essayer de voir si on peut dégager à l'heure actuelle, je pourrais dire les linéaments, quelques-uns des repères fondamentaux qui pourraient constituer les fondements d'une théorie de la pratique clinique. Alors, de la pratique clinique au singulier, ce qui veut dire des pratiques cliniques, mais ce qui veut dire aussi de toutes les pratiques cliniques. Alors, là encore, de toutes les pratiques cliniques qui soient de véritables pratiques cliniques, c'est-à-dire dans lesquelles il y a une démarche qui se mette au chevet, à l'écoute, du fonctionnement psychique des sujets, des patients, des souffrants que nous rencontrons, et qui se mettent à cette écoute avec un certain nombre d'hypothèses qui, d'une certaine manière peuvent dialoguer avec la théorie psychanalytique. Pour la bonne raison, c'est qu'actuellement, la théorie psychanalytique est la théorie la plus consistante qu'on ait à se mettre sous la dent
quand on veut se pencher sur ce qui se passe chez un sujet humain, qu'on veut essayer de le rendre intelligible, qu'on veut essayer de le comprendre. J'ai regardé un peu, moi je suis psychanalyste, mais je veux dire, si on me propose mieux, je changerai. Hein. Le problème, c'est qu'actuellement, il n'y a pas mieux. Et il n'y a pas mieux en particulier pour tout ce qui concerne le type de problématique clinique auquel vous êtes confronté. Très souvent, on est devant la situation suivante. Il y a des gens qui ont un certain niveau de souffrance, de grandes difficultés, d'insertion sociale, de fonctionnement psychique, de socialisation, etc. Et ces gens-là, quand on fait le tour de ce qu'on peut leur proposer avec un but un peu, non pas simplement soignant, au sens où soigner les gens, on peut toujours effectivement les soigner avec un arsenal de psychiatrie biologique, avec des exercices à faire à la maison, enfin, avec toute une série de réponses qui sont des réponses toutes faites. On peut toujours essayer effectivement de les soigner. On les soigne, mais je ne suis pas sûr qu'on obtienne grand-chose effectivement au niveau d'une amélioration significative, on va dire, du mode d'être ou de la... alors est-ce qu'il faudrait dire du bonheur, enfin du plaisir à être en tout cas, des sujets sur lesquels nous nous sommes penchés. Pour ceux que ça intéresse, parce que ça a été des points de débat importants dans l'histoire des 10 dernières années, il y a eu des tas d'attaques. Le livre noir de la psychanalyse, les bouquins d'Onfray sur Freud, enfin, il y a eu toute une série de tirs groupés, avec, bien relayés par les médias, et qui reposaient sur des études, entre guillemets scientifiques, qui avaient été conduites il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, qui montraient que l'efficacité de la psychanalyse était restreinte, et qu'en tout cas, elle était loin d'atteindre l'efficacité des techniques cognitivo-comportementales. Sans parler bien sûr de tout l'arsenal de la chimiothérapie que les psychiatres ont à leur disposition. Et puis alors en 2008, il y a un certain nombre des gens, on se demande d'où ils sortent, qui se sont mis à reprendre toutes ces études pour voir, quand les études qui avaient été faites, et pour voir leur degré de validité. Et ils ont sorti ce qu'on appelle une méta-analyse. Vous savez ce que c'est qu'une méta-analyse? On prend tous les travaux depuis une vingtaine d'années, on les épluche dans tous les sens et on regarde ce qui en ressort. Ils sont donc lancés dans une vaste méta-analyse des résultats des psychothérapies. Et là, surprise, ils sont aperçus que les études antérieures étaient affectées par des biais tout à fait considérables. Alors quels étaient ces biais? Premier biais, en gros, elles étaient à peu près tout le temps commandées par les grandes sociétés d'assurance américaines et avec un objectif très précis, c'est est-ce qu'on rembourse, est-ce qu'on rembourse pas, qu'est-ce qu'on rembourse pas. C'était ça l'objectif. Puis ensuite, ils se sont aperçus qu'il y avait des critères. Et les critères étaient assez étranges. Premier critère, monomorbidité. Vous voyez ce que c'est la monomorbidité? Vous êtes angoissé, mais vous n'êtes pas déprimé, vous n'avez pas de phobie, vous n'avez pas de ceci, vous êtes juste angoissé. Bon. Vous avez un seul symptôme, c'est ça le monomorbidité, c'est un seul symptôme. Deuxième critère, installé depuis moins d'1 an. Vous prenez je sais pas, la plupart des patients que vous rencontrez, puis vous regardez s'ils rentrent dans le cadre de cette étude. Et quand on a un peu d'expérience par ailleurs, on sait que des symptômes monomorbides installés depuis moins d'1 an ont 95% de chances de guérir tout seul. C'est quand ça dure que ça devient entre guillemets, une maladie ou une souffrance psychiatrique instaurée. Alors ils ont repris donc l'ensemble de la méta-analyse de tous les travaux qui étaient sortis et ils l'ont repris avec un critère un peu plus proche des conditions concrètes de la pratique, c'est-à-dire polymorbidité. Les gens, ils n'ont pas un symptôme, ils en ont plusieurs, ils souffrent, ils sont à la fois angoissés et en même temps, ils ont éventuellement une affection psychosomatique et puis en même temps, ils sont déprimés et puis en même temps, ils sont au chômage et ils sont enfin bref. Il y a un tableau clinique un peu complexe.
Et généralement, ils engagent un processus de thérapie, non pas au bout de 2 mois, 3 mois, 4 mois, mais après 1 année, après 2 années, après hospitalisation, après décompensation, etc. Et alors quand on réintègre tous ces critères-là et qu'on reprend l'étude, c'est-à-dire l'ensemble des résultats publiés sur les 20 ou 30 dernières années concernant les résultats des psychothérapies, à ce moment-là, il n'y a pas photo. Il y a un raz-de-marée des psychothérapies d'orientation psychanalytique. Alors, vous allez dire, enfin, ce Roussillon, bon. C'est publié dans la plus grande revue américaine qui fait autorité, elle s'appelle JAMA, Journal of American Medical Association. J'ai les textes, il faut les lire en anglais. Si vous voulez, vous m'écrivez, je vous les envoie. Vous avez le gros texte avec toute l'étude, puis vous avez un petit texte de résumé. Et c'est à votre disposition, il suffit que vous me les demandiez. Je ne sais pas, si vous avez un site qui vous est dédié ou consacré, je veux bien l'envoyer sur le site pour que ça soit à disposition de tout le monde. Hein, bon. Ça vaut quand même le coup de le... Je pensais dans les micros, on a une liste commune d'adresses, si vous l'envoyez à l'un d'eux, on peut balancer sur tout le monde après. Voilà, où vous... Oui. Ouais. Vous mettez en copie comme ça la prochaine fois, j'ai votre liste. Comme ça, je vous joins tous. Voilà. J'en ai quelques-uns comme ça de petits. J'en ai aussi sur la méthode ABA à propos de l'autisme, si ça vous tente. Mais on ne va pas démarrer là-dessus. Hein. Non, ben, ceci étant, c'était pour dire la chose suivante. C'est à l'heure actuelle, quand on regarde d'un peu près l'état des dispositifs de soins qui sont à la disposition des cliniciens ou des soignants dans le monde de la souffrance psychopathologique, bien sûr, on s'aperçoit que dans leur grande majorité, les dispositifs qui ont un certain intérêt, une certaine efficacité, même si celle-ci n'a pas tout le temps été très précisément évaluée avec des méthodologies quantitatives, etc., qui font foi et qui sont les seules qui font foi dans certains milieux, que même si elles n'ont pas été évaluées, quand même globalement, celles qui se montrent avec le plus d'intérêt et d'efficacité sont celles qui sont... Alors on va voir, parce que ça va être un de nos enjeux de réflexion, qui sont dérivés ou en articulation avec la pensée psychanalytique, et on va voir avec laquelle pensée psychanalytique, parce que la psychanalyse, je ne sais pas s'il faut la mettre au singulier, si ça existe, la psychanalyse, et si on n'est pas au contraire confronté à quelque chose qui se présente actuellement comme une pluralité. Enfin, si vous avez l'occasion de vous balader un peu partout dans le monde et puis d'écouter comment la psychanalyse est interprétée à Rio de Janeiro, au Canada, à Bucarest, en Russie, vous apercevrez que ce n'est pas tout à fait la même psychanalyse que celle dont on vous parle, par exemple, à Lyon 2 ou, je ne sais pas moi, dans certaines sociétés psychanalytiques de France. Il y a une grande disparité et moi je crois que le singulier est singulier actuellement. C'est-à-dire qu'on est en face en réalité d'une pluralité. Mais alors quand même, et ça c'est quand même tout à fait étrange, moi je me balade pas mal, donc je traîne mes oreilles, j'ai un grand intérêt pour les pratiques des psychologues cliniciens, donc je les écoute, je discute avec eux un peu partout quand je me balade, et j'ai quand même une surprise tout à fait considérable, qui est un peu à l'origine de ma tentative et de l'aventure que je vous propose. Cette surprise tout à fait considérable, c'est que, en gros, quand un cariocam raconte comment il s'y prend pour aborder les jeunes ados des favelas, par exemple, ou quand du côté de Bucarest, on me raconte comment on a essayé de reprendre un certain nombre de l'héritage des pays de l'Est, de certains mouroirs pour enfants qui avaient été organisés, quand les gens racontent comment ils font pour faire face, j'ai une espèce de familiarité. C'est-à-dire, j'y retrouve des choses fort proches de ce que je peux entendre de la part des cliniciens qui sont actuellement dans le nord de la France, dans le sud de la France, dans le centre de la France. C'est comme si, malgré cette pluralité, malgré cette diversité, malgré en quelque sorte les écarts culturels incontestables qui sont là, on ne travaille pas à Rio, en Bermuda, de la même manière que, je ne sais pas moi, à Stockholm avec 4 couches pour ne pas avoir trop froid. On ne travaille pas tout à fait de la même manière, le rapport au corps n'est pas tout à fait le même, mais il y a quand même quelque chose qui fait que quand vous mettez tous ces cliniciens ensemble, eh bien, ils peuvent se parler, ils peuvent se comprendre, ils ne sont pas tout le temps d'accord, mais il n'y a pas de raison non plus d'être tout le temps d'accord. Mais ça plaide pour l'idée qu'il y a une espèce de fond référentiel commun.
Alors, à partir de ce constat-là, qui est un constat quand même suffisamment fréquent, suffisamment significatif, pour que, au fond, ça soit un argument pour tenter l'aventure de savoir, y aurait-il, est-ce que ça existerait, une théorie générale des pratiques cliniques. C'est une théorie qui pourrait aussi bien marcher si vous travaillez avec des handicapés, si vous travaillez avec des enfants autistes, si vous travaillez, je sais pas moi, avec des adolescents un peu destroy, un peu en marge, si vous êtes confronté à, je sais pas, dans une clinique privée à des gens qu'on appelle déprimés. Est-ce qu'il y aurait une théorie qui unifierait ensemble toutes ces pratiques, qui ferait qu'il y a un fond commun, alors après avec des diversités qui témoignent de l'adaptation inévitable à laquelle on est contrainte lorsque, je veux dire, on ne va pas travailler avec un bébé comme avec un ado. Hein. Vous avez déjà essayé de vous promener de long en large dans une cité avec un bébé à côté de vous, ça ne va pas donner grand-chose. De la même manière, si vous voulez mettre un bébé sur un divan, il y a peu de chances qu'il associe suffisamment librement pour que vous puissiez retrouver les fantasmes originaires à l'état de naissance chez lui. Vous voyez, il y a des écarts de dispositifs qui sont liés à la nature même de l'objet avec lequel on travaille, hein, bien sûr. Mais au-delà de ces diversités-là, il y a peut-être néanmoins quelque chose comme un fond commun. Alors un fond commun qui aurait comme particularité d'être très en articulation avec la pensée psychanalytique et en même temps qui serait comme implicite à l'ensemble des enseignements que les psychologues cliniciens d'un peu partout donc ont pu avoir, et en même temps qui ne serait pas complètement dégagé. Alors, moi j'ai commencé à essayer de le faire, alors ça s'est élaboré en grande partie avec les étudiants ici des promotions précédentes. Ils ont donc finalement commencé à sortir un manuel. C'est une ébauche, l'éditeur a dit qu'il faut l'appeler manuel de théorie, alors ça, il va même changer de nom maintenant, il va s'appeler manuel de la pratique clinique et psychopathologique, un truc comme ça un peu pompeux. Moi j'avais voulu dire introduction à, prolégomène à, c'est-à-dire j'avais un petit peu l'idée d'une espèce de position plus modeste, mais bon, il faut vendre, hein. La modestie, c'est pas un truc qui fait vendre. Bon, enfin, c'est ce qu'on m'a expliqué chez Elsevier, et comme c'est des professionnels, je me suis dit, eux, ils connaissent leur métier, donc moi, j'en ai envie d'en vendre un peu, enfin, au moins que ça se répande, ces idées-là. Donc j'ai suivi. Mais le projet est à la fois extrêmement ambitieux, c'est-à-dire, c'est effectivement, est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut dégager les concepts fondamentaux d'une théorie de la clinique? Est-ce que c'est possible? Ça, c'est d'une très grande ambition et en même temps d'une très grande modestie en disant, écoutez, moi je lance un processus, j'espère que d'ici 20-25 ans, on y verra encore un peu plus clair et qu'on aura d'expérience en expérience, de tentative en tentative, un peu mieux cerné ce qui serait l'essentiel. Vous verrez si ça vous amuse de lire ce manuel que je ratisse assez large, hein, c'est-à-dire je n'ai pas pris des risques considérables concernant les concepts fondamentaux. J'ai quand même essayé d'extraire de la pensée psychanalytique la plus générale les concepts qui étaient, semble-t-il, les plus utiles ou les plus utilisés ou les plus propres à rendre un peu intelligibles les pratiques cliniques. Voilà, alors, bon, en gros, ça c'est ce à quoi je vous invite. Alors, si vous ne voulez pas tenter l'aventure, vous faites comme vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé de rester. De toute façon, il n'y aura pas de validation à la fin de l'année, vous ne serez pas... je ne vous dirai pas quelles sont les 5 caractéristiques de la réalité psychique humaine. Il n'y aura pas de question de cours. Bon, ça, si vous pouvez en faire quelque chose dans l'organisation de votre démarche, moi je serais ravi. Si vous ne pouvez rien en faire, je serai navré. Et, bon, ça sera pour une prochaine fois, prochaine rencontre. Après tout, votre formation, elle va s'arrêter pour nombre d'entre vous et se clore même à la fin de l'année. Mais si vous croyez que le processus de formation à la psychologie clinique va s'arrêter à ce moment-là, là, excusez-moi, j'ai un petit peu d'expérience en la matière, je peux vous dire que vous vous trompez. Quand vous avez votre diplôme de psychologue praticien, c'est-à-dire vous avez le droit d'avoir une pratique de psychologue praticien, c'est-à-dire de commencer vraiment à vous former
vous commencez vraiment à vous former, et c'est un processus qui, je l'espère pour vous, va être sans fin. Parce que quand le jour où on est formé, on est un peu fini quand même. Hein, c'est-à-dire, et quand on est fini, la dépression n'est pas loin. Alors, il y a donc un certain nombre de constats. Un constat, c'est qu'à travers les diversités de dispositifs, à travers les diversités de pratiques, il y a néanmoins un noyau organisateur, un noyau commun, et oui, voilà, la poubelle est un objet bien utile. Un objet commun, on va même dire sans doute une méthode commune à tous les cliniciens. On aura à réfléchir sur les caractéristiques de la méthode clinique. Y a-t-il une méthode clinique? Y a-t-il une méthode clinique généralisable? On aura aussi à essayer de voir comment s'est développé en lien avec la pratique clinique, ce qu'on pourrait appeler, en reprenant le titre d'un bouquin de Green que je trouve intéressant, une pensée clinique. Donc on a des termes comme ça, on a pratique clinique, méthode clinique, pensée clinique, dispositif clinique. Le trait commun, c'est tout le temps effectivement que c'est la clinique qui est l'élément organisateur. Quand on essaye de regarder un peu ce qui s'est développé comme ça concrètement, quand on écoute les psychologues, on s'aperçoit que il n'y a pas simplement une pratique clinique, mais il y a aussi une espèce de profil qu'on va retrouver chez de très nombreux psychologues cliniciens. Alors c'est déjà vrai pour vous, c'est encore plus vrai 10 ans plus tard, après 10 ans de pratique. La première caractéristique, c'est que les psychologues cliniciens lisent des livres de psychanalystes, lisent une pensée psychanalytique, et que la pensée clinique qui est la leur est la plupart du temps référée à la psychanalyse. Même quand ils travaillent dans le domaine de la première enfance, il y a une étude qui avait été faite pour essayer de voir quelles étaient les références implicites, par exemple, des psychologues de l'enfant. Alors, références implicites des psychologues de l'enfant, il y en avait deux. La théorie de l'attachement d'un côté, la théorie psychanalytique de l'autre. Alors, quand vous regardez les manuels, on vous dit ça, c'est pas compatible, mais quand vous regardez les praticiens, ils travaillent avec les deux et ça leur pose pas de problème. Mais cette théorie est quand même la théorie référentielle. On va être large, on va dire, d'au moins 80% des cliniciens. Les cliniciens, actuellement, ceux que j'appelle les cliniciens en France, et les psychologues cliniciens, ça fait à peu près 40 000 personnes. C'est pas mal. Hein. Et plus tous ceux qui sont psychiatres, orthophonistes, psychomotriciens, et qui sont tout à fait référés à la pensée clinique de la même manière. Je crois qu'il y a beaucoup de points communs, même s'il y a aussi des différences identitaires, il y a aussi beaucoup de points communs entre ces différentes pratiques. Deuxième caractéristique, ils se réfèrent à la pensée psychanalytique, mais ils ne sont pas nécessairement, ça peut arriver, mais ce n'est pas du tout ni la majorité, ils ne sont pas nécessairement dans une société de psychanalyse. Et ils n'ont pas nécessairement fait ce qu'on appelle dans les sociétés de psychanalyse une formation psychanalytique. Formation psychanalytique dans les grandes sociétés de psychanalyse françaises, c'est un truc très formalisé. Il y a des entretiens d'entrée, il y a des supervisions collectives, individuelles, etc. etc. Enfin, il y a tout un ensemble avec des clôtures de cursus, avec des processus en quelque sorte pour entrer dans la formation, des processus de formation et des processus pour en sortir. Quand vous regardez une très grande majorité des cliniciens, ils sont à la fois référés à la psychanalyse et en même temps, ils ne font pas partie de ces sociétés d'analyse. Par contre, on va les retrouver très intéressés par les sociétés de psychanalyse de groupe. On va les retrouver dans les sociétés d'art-thérapie ou de médiation thérapeutique ou de projective. Et quand vous regardez la projective française, elle est globalement d'orientation psychanalytique. C'est-à-dire qu'il y a d'autres, ou les thérapies familiales. Hein. Vous avez des appartenances à des sociétés qui ne sont pas les grandes sociétés de psychanalyse, mais qui sont néanmoins des sociétés centrées sur un dispositif généralement et d'orientation psychanalytique, où vous avez des tas de psychologues qui sont nulle part, mais qui piochent à droite à gauche, au hasard des propositions, au hasard de leurs intérêts, des concepts, des manières de faire, des dispositifs. Par contre,
un élément que vous allez retrouver aussi, c'est déjà vrai, je crois, pour vous, mais c'est encore plus vrai quand on prend les psychologues 10 ans après. Ils n'ont pas fait une cure de psychanalyse, ils font ce qu'on appelle un travail personnel. Alors c'est étonnant, travail personnel, et ça va de psychothérapie humaniste, gestalt-thérapie, etc., jusqu'à la cure de psychanalyse traditionnelle. Ou en passant par, ce qui est quand même un des trucs les plus répandus, 4, 5, 6 années de psychothérapie en face à face à 2 séances par semaine, voilà. Alors, donc cette idée d'un travail personnel, ça c'est intéressant, c'est pas une cure de psychanalyse formalisée comme telle, c'est cette idée qu'on ne devient possiblement un clinicien qu'à partir du moment où on a quand même déjà engagé une réflexion sur soi. Et une réflexion de type clinique elle aussi, qui peut passer par le psychodrame de groupe, qui peut passer par des psychothérapies de groupe aussi, qui peut passer par des tas de possibilités, mais il y a tout le temps quand même cet élément qui est vraiment là présent. Autre chose aussi, il n'y a pas, à proprement parler, dans les trajectoires des psychologues, il n'y a pas à proprement parler non plus de cure supervisée au sens des sociétés de psychanalyse. C'est-à-dire c'est un truc très formalisé, la cure supervisée au sens des sociétés de psychanalyse. Vous devez avoir un patient, 3 séances par semaine, vous allez voir toutes les semaines un superviseur qui est un psychanalyste chevronné, qui a été élu dans sa société formateur, enfin il y a toute une série d'hiérarchies qui sont derrière, et pendant 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, vous allez toutes les semaines parler des 3 séances. Ça c'est la supervision standard des sociétés. Ça ne marche pas comme ça chez les psychologues, mais ils ont tous alors ça s'appelle des groupes d'élaboration de la pratique, des groupes cliniques. Et c'est l'idée quand même qu'à travers sa trajectoire de professionnel, il est souhaitable de rencontrer assez régulièrement on va dire un aîné, un peu plus chevronné, quelqu'un qui a quelques années de bouteille de plus, pour aller lui parler des difficultés qu'on rencontre et essayer d'élaborer avec lui quelle est notre part d'implication, comment comprendre, comment travailler avec tel type de population, etc. Quand vous regardez d'un peu près comme ça, vous vous apercevez que ces différentes modalités-là, être référé à la psychanalyse, avoir fait un travail personnel et avoir des groupes d'élaboration de la pratique, c'est une formation qui est globalement assez proche des formations psychanalytiques traditionnelles. Elles ne sont pas formalisées comme les formations psychanalytiques traditionnelles, ce n'est pas inscrit dans le cursus d'une société structurée comme telle, mais néanmoins, les 3 piliers que je viens d'évoquer sont les 3 piliers aussi des formations des psychanalystes. Alors, si on continue comme ça d'explorer d'un peu près comment se présentent les données des cliniciens de terrain, donc je disais tout à l'heure, c'est quand même tout à fait considérable. Hein. S'il y en a à peu près 40 000 en France. C'est une masse. Vous imaginez le jour où il y aura un seul syndicat ou un seul organisme représentant cette masse-là. Bon, pour l'instant, il y en a, je ne sais plus combien, 350, quelque chose comme ça. Bon, peut-être c'est un trait aussi des cliniciens que de ne pas arriver à être tous ensemble unis dans une même position. Ça fragilise considérablement les psychologues toutes les fois qu'il s'agit de discuter avec les ministères, de discuter avec les autres professions et les psychiatres qui sont bien moins nombreux que nous, mais qui sont beaucoup plus organisés parce qu'il y a toute la tradition médicale, ont infiniment plus de poids, pèsent beaucoup plus sur toute l'organisation de la santé mentale que nos 40 000 psychologues, même si globalement, actuellement, une grande partie du boulot clinique, c'est les psychologues qui le font, et même si, au niveau des masses, ils sont nettement plus nombreux. Quand on continue de regarder un peu, on s'aperçoit que, majoritairement, alors que les cures de psychanalyse, je continue mon parallèle, hein, formation des cliniciens, formation des analystes, pour vous montrer comment à la fois ça se correspond, hein, ça se répond, et en même temps, comment il y a néanmoins des différences. On peut dire qu'une majeure partie de la pratique des psychanalystes, c'est la pratique qui est référentielle chez eux, c'est la pratique privée.
Alors que quand vous regardez du côté des psychologues cliniciens, vous apercevez que la pratique référentielle, c'est la pratique en service public. Que ça soit avec dans le secteur associatif, que ce soit dans les grands secteurs nationaux, hospitaliers, etc. Ça, c'est une différence intéressante, ça. Peut-être que c'est pas tout à fait pareil d'être clinicien en cabinet privé, avec l'échange d'argent, avec toute la structuration de la relation que ça suppose, ou d'être en service public, avec entouré d'autres soignants. Donc les problèmes d'équipe que ça pose, les problèmes de soins gratuits que ça pose, les problèmes de situation hiérarchique que ça pose. Peut-être que tout ça, ce sont des choses qui ont un impact sur ce qui va se développer dans la pratique. Donc, on peut dire que les pratiques référentielles, elles, commencent à diverger. On verra, en regardant d'un peu plus près, que quand on fait une espèce d'étude des concepts clés utilisés par les psychologues cliniciens et des concepts clés utilisés par les psychanalystes des sociétés, on va s'apercevoir que si tous ces concepts sont puisés dans cette espèce d'immense fond qu'est la théorie psychanalytique ou les théories psychanalytiques, néanmoins, les concepts qui sont prévalents ne sont pas les mêmes. Pareil, juste 2-3 échantillons comme ça. Quand vous écoutez les cliniciens, ils parlent facilement des enveloppes psychiques, ils parlent facilement des problématiques des conteneurs, ils parlent facilement de la fonction contenante, ils parlent facilement, éventuellement, de la sensorimotricité. Ils ont toute une théorisation, un contact avec la problématique de l'acte. Quand vous écoutez dans les sociétés, à l'heure actuelle, dans les sociétés de psychanalyse, Anzieux, on ne connaît plus. Donc, le père de la théorisation des enveloppes, quand on a essayé d'organiser une manifestation un peu importante pour les 20 ans de la publication du Mois pauvre, en considérant que ça a été un changement paradigmatique tout à fait intéressant dans toute l'approche des problématiques précoces, et que derrière le Mois pauvre, c'est les enveloppes, c'est toute une série de concepts qui sont des concepts référentiels. Quand on s'est avisé qu'à l'APF, Anzieux était de l'Association psychanalytique de France, ça ne les intéressait pas du tout. La SPP, c'est un type d'une autre société, ça ne va pas les intéresser non plus. Et il a fallu que ça soit un organisme hors société, qui était l'organisme Carnepsy, qui s'est dit quand même, c'est une œuvre suffisamment conséquente pour que nous organisions, nous, au sein de Carnepsy, les 20 ans du Mois pauvre. Et là, raz-de-marée, 1400 personnes, 400 personnes à la porte, ça voulait dire quelque chose, si vous voulez. Hein. Bon, vous avez d'autres auteurs, par exemple, qui sont des auteurs extrêmement importants, alors je ne sais plus maintenant dans votre génération, mais qui ont été importants dans une certaine génération concernant toute une partie des pratiques, c'est comme Sami Ali, par exemple. Sami Ali, avec la construction de l'espace imaginaire, c'est l'auteur référentiel de la psychomotricité, c'est quelqu'un qui a été très très important dans toute une série. Bon, Sami Ali n'existe plus dans le discours des sociétés. Par contre, chez les praticiens, ces auteurs-là ont de l'importance. Donc on s'aperçoit. Bon, par exemple, la castration, chez les psychologues cliniciens, on ne peut pas dire qu'ils négligent complètement la problématique de la castration, mais enfin, prenez les mémoires que vous allez écrire en fin d'année, je vous garantis qu'il n'y aura pas plus de 10% des mémoires qui vont faire une référence majeure à la problématique de la castration, ou à la problématique de la séduction originaire, par exemple, qui sont des concepts tout à fait centraux, par contre, à l'intérieur des sociétés de psychanalyse. Je durcis un peu le trait, mais c'est pour faire apparaître que peut-être il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui repose sur un mode de formation qui est apparenté au mode de formation analytique, mais qui n'est pas le mode de formation analytique des sociétés, des références conceptuelles qui sont empruntées à la psychanalyse, mais qui ne sont pas les références dominantes des sociétés de psychanalyse, etc., et qu'il est en train de se passer quelque chose qui est tout à fait particulier, et sur lesquels ça vaut le coup, effectivement, de s'apesantir, et ça vaut le coup de se mettre au travail pour penser ça, parce que peut-être bien que ce qui va se jouer au XXIe siècle, c'est là que ça va se jouer. C'est peut-être pas dans les 600 ou 700 analyses de la SPP, 250 de l'APF, mais dans les 40 000 praticiens qui seront en première ligne sur les terrains du soin.
peut-être qu'on peut penser que d'ici 10 ans ou 15 ans, si les sociétés continuent comme ça, elles vont être un peu poussiéreuses et moribondes. Par contre, c'est pas pour autant que la pensée psychanalytique sera moribonde, mais elle aura emprunté d'autres rhizomes, d'autres chemins, elle se sera développée autrement. Et je crois que c'est très très important, en tout cas c'est important pour nous enseignants en psychologie clinique, et puis c'est important pour vous par rapport à votre identité de psychologue, qu'on tente en quelque sorte de donner un petit peu d'assise théorique à tout ça. Alors, si on essaye de comprendre après comment on en est arrivé là, ben, on s'aperçoit que c'est le résultat de la pression d'un certain nombre de facteurs. Alors, il y a un facteur qui est tout à fait lié, qu'on peut tout à fait suivre. Ça commence en gros dans les années 70, et on s'aperçoit que dans les années 70, il y a un certain nombre de professeurs de psychologie clinique qui sont aussi des psychanalystes. C'est Laplanche, c'est Anzieux, c'est... qui d'autre Vidlecher, Lebovici, c'est Ferrari, enfin Guillaumin, bien sûr, à Lyon, KS, enfin. Et ces enseignants de psychologie clinique, qui sont aussi des psychanalystes, font leur enseignement à partir de la psychanalyse. Mais ils font leur enseignement à partir de la psychanalyse à des étudiants qui ne sont pas psychanalystes, qui ne sont pas en analyse, qui n'ont pas de pratique analytique, et où cette pratique analytique est, d'une certaine manière, c'est inévitable, un peu présentée comme la pratique idéale, comme la pratique vers laquelle il faut tendre. Ça veut dire la structuration d'une relation pédagogique où on va enseigner, sacré paradoxe, on va enseigner une théorie à des étudiants qui n'ont absolument pas la possibilité d'avoir la pratique qui va avec. C'est une situation paradoxale. Surtout si on présente que, si on suppose que bah, c'est quand même ça l'idéal, quoi. Alors, ça a eu un certain nombre d'effets. Il y a un certain nombre d'étudiants de psychologie qui se sont rués sur les divans pour se dire bon, bah, moi je serai psychanalyste quand je serai grand. Et puis ils ont commencé leurs analyses dans ces conditions-là. Mais je ne suis pas sûr que ça ait donné, que cette démarche-là ait donné grand-chose au niveau de l'évolution. Par contre, je pense qu'il y a cette espèce de paradoxe dans lequel je dis c'est vrai à Lyon, mais c'est vrai à Paris 5, c'est vrai à Paris 7, c'est vrai à Paris 13, c'est vrai à Aix-Marseille, c'est vrai partout. Il y avait des centres tout à fait conséquents de formation de psychologues cliniciens. Partout, on a vu émerger quelque chose qui a été la manière dont les étudiants mis dans cette situation de double bind, de double contrainte, de situation un peu folle, cette situation paradoxale, inventaient en quelque sorte une issue fichtrement intéressante. L'issue fichtrement intéressante, ça a été de développer des pratiques cliniques qui avaient une prise incontestable avec les terrains, c'est-à-dire qui ne se développaient pas comme pratique psychanalytique à proprement parler, avec tout le dispositif psychanalytique, mais qui se proposaient comme des psychothérapies inspirées, on va dire, par la psychanalyse, qui avaient un référentiel psychanalytique et qui étaient obligés d'inventer des dispositifs qui étaient compatibles, globalement, avec les conditions de terrain avec lesquelles ils travaillaient. Et on peut dire que l'effet de ce paradoxe-là, ça a été une inventivité tout à fait extraordinaire des psychologues cliniciens. Le développement, alors une inventivité et en même temps une inventivité qui a été longtemps un peu honteuse. C'est-à-dire que les gens bricolaient un dispositif, ils bricolaient un dispositif parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement que bricoler un dispositif compte tenu de l'idéal qui leur avait été transmis à l'université et de ce qu'ils connaissaient en même temps sur les conditions concrètes des pratiques. Donc ils étaient bien obligés de bricoler, mais ce dispositif, qui était leur dispositif gagne-pain de tous les jours, qui était leur dispositif de base, en même temps ce dispositif-là, c'est comme si, comme il était quand même pas l'idéal analytique qui leur avait été proposé, était un dispositif un peu honteux. Ce qui fait que pendant assez longtemps, il y avait à la fois cette floraison tout à fait considérable d'invention de dispositifs pratiques et en même temps
une grande difficulté, et d'ailleurs, ça, on en garde des traces. Regardez alors, c'est en train de changer, mais regardez quand même le peu de travaux. Enfin, vous vous rendez compte, s'il y a 40 000 praticiens de la psychologie clinique en France, il devrait y avoir une grosse revue, une énorme revue sur les pratiques des psychologues cliniciens. Et dans ces revues-là, on devrait travailler de génération en génération l'évolution des groupes comptes, l'évolution des groupes pâte à modeler, l'évolution des groupes masques, enfin, tout ce que les psychologues cliniciens ont inventé, on devrait avoir un historique précis de chacune de ces pratiques. Il devrait y avoir des grands théoriciens qui se sont attelés à ça il y a 20 ans, il y a 25, il y a 15 ans, il y a 10 ans. On n'a absolument pas tout ça. Quand on s'y est attelé un peu avec Anne Brun pour essayer de penser comment on pouvait arriver à faire aussi un pas important en essayant de penser ces médiations, je veux autant vous dire qu'on a fait un peu un tour de la littérature disponible. On s'est aperçu qu'il n'y avait pas grand-chose, pour pas dire rien du tout. Si ce n'est une certaine tradition comme ça, qui s'était développée tant bien que mal, avec quelques foyers. Sur l'utilisation de l'art-thérapie, il y a un foyer effectivement tout à fait actif autour de Jean-Michel Vivès à Nice. Ça, c'est une orientation lacanienne. Il y a des gens qui ont développé des sociétés, mais en dehors de la psychologie, d'art-thérapie. Vous voyez, mais avec un état de la théorisation. Quand vous regardez d'un peu près, vous dites, je me demande sur quoi les gens peuvent se fonder pour travailler, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de théorisation. Il y a en plus quelques remarques qui sont des remarques pertinentes, qui sont issues de l'expérience, sur laquelle effectivement il ne faut pas du tout être dénigrant, mais néanmoins ça ne peut pas fournir l'assise pour une pratique affirmée d'elle-même. Donc on n'est plus tout à fait dans la situation des pratiques honteuses, mais on n'est pas encore dans les pratiques fières. On n'est pas encore dans les pratiques avec une histoire. On n'est pas encore dans les pratiques qui ont leur lettre de noblesse, en quelque sorte, leur grand moment. Bon. Peut-être qu'on peut penser que ça va changer, que c'est en train de changer, que peut-être les sociétés d'analyse étant beaucoup de difficultés de recrutement, beaucoup de difficultés pour maintenir une certaine image sociale, les attaques dont je parlais tout à l'heure concernant la pensée. On ferait, quand vous lisez il tire sur Freud, mais manifestement il ne connaît absolument rien de tout ce qui s'est fait à partir de la psychanalyse freudienne sur les terrains de soins. Il n'a jamais rencontré ça. Il a une espèce de représentation d'un Freud qui demande alors 300 € la séance, 400 €. Alors, les psychologues qui bossent sur les terrains, ils se marrent. Ils disent, mais attends, il nous parle de... Il vient de Mars, ce mec. Il n'y connaît rien du tout. Alors, il a lu, effectivement, un peu de freudologie. Il a regardé un petit peu, il est allé tirer dans les coins avec... un regard un peu pervers et un peu négatif, on peut arriver à trouver dans n'importe quelle vie des tas de trucs. Il dit des choses qui ne sont pas inintéressantes sur Freud, qu'il fallait sûrement dire, mais le problème, c'est pas ce qu'il dit sur Freud, le problème, c'est ce qu'il ne dit pas sur tout ce qui s'est fait à partir de la psychanalyse, et qui est quand même un acquis absolument considérable de toute la deuxième moitié du XXe siècle et des 10 premières années du XXIe. Enfin, quand même pas l'oublier que on aide quand même les gens. D'accord? Alors, donc, double contrainte de gestion d'une situation impossible pour les cliniciens, plus confrontation concrète. Confrontation concrète à quoi? Je disais tout à l'heure, le psychologue, il a tout le temps au moins un pied dans une pratique publique. Et dans les pratiques publiques, eh bien, on ne rencontre pas les mêmes patients que dans les cabinets privés. D'abord parce que dans les cabinets privés, il faut pouvoir payer. Et ça fait déjà quand même, mine de rien, une sacrée sélection. Si vous comptez la cure de psychanalyse à 3 séances par semaine et avec un minimum de 45, 50, 60, 70 €, bon, vous voyez, j'ai une fourchette un peu large, ça fait quand même 3 fois 6, 180 € par semaine, 360 par quinzaine, ça fait dans les 720 € par mois. Wow. Quand vous êtes au SMIC, c'est un peu difficile, hein. Même si vous couchez dans la rue. Bon, donc, autrement dit, on voit bien que ça sélectionne quand même immanquablement un certain nombre de gens.
Mais il n'y a pas que cette question-là, c'est que, je ne sais pas, moi, vous travaillez, je sais pas, prenez vos adolescents un peu hard, essayez de les allonger sur un divan, déjà, essayez de les garder dans un fauteuil en face à face, vous allez déjà voir ce que ça donne. Hein? Alors, si en plus vous voulez les mettre sur un divan, il y a une très belle, les Lofer ont fait une très très belle analyse de la psychanalyse des adolescents à 4 séances par semaine sur le divan. Mais ces adolescents-là, c'est jamais ceux que vous allez rencontrer. Ça doit être des fils de psychanalystes. Les séances à la manière d'Yatkin, de psychothérapie psychanalytique d'enfants, encore une fois, c'est pas les enfants que vous rencontrez. Alors d'abord parce que c'est des enfants des années 70 et que c'est pas du tout pareil que les enfants des années 2010. Mais en plus, parce que c'est pas les mêmes couches socio-professionnelles, c'est pas les mêmes milieux culturels, c'est pas les mêmes problématiques relationnelles. Enfin, si vous rencontrez des enfants avec une belle organisation édipienne dans vos pratiques, d'abord vous le publiez dans Le Monde, parce que c'est quand même un phénomène extrêmement rare. Puis ensuite, vous l'épinglez, vous le fixez, vous dites, j'en ai rencontré un, il y en a un, et il y a une organisation édipienne, je vous jure. La plupart du temps, c'est pas du tout ces enfants-là que vous allez... Enfin, pas la plupart du temps, c'est à 99%, ce ne sont pas ces enfants-là que vous allez rencontrer. Donc, du point de vue de la pratique, on a commencé à sentir qu'il y avait à la fois cet idéal de l'analyse qui était développé, en même temps la situation de contradiction dans laquelle étaient les étudiants, et puis, arrivé sur les terrains, une autre contradiction majeure, c'est que les enseignements, ils étaient formidables concernant la névrose. Mais à partir du moment où on essayait de s'aventurer un petit peu sur les problématiques psychotiques, sur les problématiques autistiques, sur l'antisocialité, sur la criminalité, sur la délinquance, faut dire qu'il n'y avait quand même pas grand-chose. Et il n'y a toujours pas énormément de choses, même s'il y a plus qu'avant. Prenons un problème extrêmement simple et clair et comptable. En 1975, au Vinatier, tous les médecins-chefs ont une formation psychanalytique. Tous. Peut-être un ou deux, pas trop. Il doit y avoir le Bonnet, pas le fils, le père, qui ne devait pas être un fanat de la psychanalyse. Mais tous les autres sont psychanalystes. Mais ils sont psychanalystes comment? Ils sont psychanalystes soit en cabinet à travailler des problématiques névrotiques, soit en train d'appliquer les problématiques névrotiques à un monde de la psychose qui ne marche pas comme ça. Résultat des courses, les équipes angoissées. Résultat des courses, un fiasco assez considérable. Résultat des courses, actuellement, je ne sais pas s'il en reste un vrai, authentiquement psychanalyste qui soit encore médecin-chef du Vinatier. Salvarelli, il dit qu'il est, mais en fait, quand on regarde sa pratique concrète, on n'est pas complètement sûr. Et ça ne s'est pas passé comme ça, parce qu'il y avait uniquement les méchants cognitivistes qui disaient les psychanalystes, il faut les mettre à la porte. Ça s'est passé parce que les cognitivistes, ils auraient raconté ça dans un milieu où tout était bien, ça n'aurait jamais eu le moindre impact. Sauf que ça ne fonctionnait pas comme ça, les équipes étaient angoissées. Si vous apportez des bons repères d'organisation névrotique pour affronter, vous confronter à une organisation psychotique, il y a un moment où ça va pas. Il y a un moment où vos réponses ne sont pas adéquates. Et à partir du moment où les réponses ne sont pas adéquates, eh bien les gens s'angoissent. Et quand même, c'est le pivot de la bascule. Il ne faut quand même pas l'oublier. C'est pas les psychologues le pivot de la bascule dans les hôpitaux. C'est le monde infirmier le pivot de la bascule. C'est vrai dans le monde médical, c'est vrai dans le monde de la psychiatrie. Pourquoi? Parce que c'est eux les masses, c'est eux les organisations syndicales, c'est eux les équipes qui font tourner la baraque. Et si la baraque ne tourne pas, s'il y a trop de turnover, alors en plus derrière ça, vous avez eu l'arrivée des gens non formés à la psychiatrie qui venaient de la médecine du diplôme d'État, quand il y a eu la grande réforme, vous avez eu suppression de l'internat du cadre, vous avez eu suppression des infirmiers spécifiquement formés à l'écoute psychiatrique. Eh bien, ces facteurs agissant les uns sur les autres, ça a abouti à une situation qui fait qu'il n'y a plus un analyste. Mais peut-être, mais encore, il y a des cliniciens, il y a des psychologues cliniciens. Hein. Il n'y a plus de médecin-chef.
Il n'y a plus, à mon avis, beaucoup de psychiatres même, sauf un peu dans le domaine de l'enfance, mais pour une raison très simple, c'est que dans le domaine de l'enfance, bon, vous avez la Ritaline, qui ne marche pas vraiment bien, pour être gentil, quoi, parce qu'il faut quand même dire que dans 80% des cas, ça ne marche pas, la Ritaline. Hein. Donc tout l'arsenal de la chimiothérapie que vous avez et sur lesquels vous pouvez fonder un certain nombre d'espoirs quand vous êtes en psychiatrie adulte, vous ne pouvez pas vous appuyer là-dessus dans le monde de l'enfance. Donc il faut continuer d'être clinicien dans le monde de l'enfance. Et la psychiatrie de l'enfant globalement en France, mais ça reste vrai à Lyon, est celle où vous continuez de trouver des praticiens qui ont une formation analytique, qui ont une écoute analytique, qui ont une implantation analytique. C'est plus vrai du tout dans tout le monde. Alors dans le monde de l'adolescent, encore un peu, et dans le monde de la psychiatrie adulte, pratiquement plus. Sauf du côté des psychologues cliniciens qui essayent de survivre avec leur orientation plutôt psychanalytique au sein de ces services-là. Mais vous savez qu'ils souffrent actuellement de manière considérable et que quand on peut se débarrasser de cette espèce d'épine irritative qu'ils représentent, parce qu'ils sont en train de continuer de dire des choses du style « mais vous savez, on peut peut-être essayer autre chose, on peut peut-être essayer de comprendre, on peut peut-être essayer d'accompagner, etc. » D'accord. Ça va, j'ai un petit côté militant, mais c'est pour vous amener vraiment à me suivre et à vous dire, mais il n'a pas complètement tort. Si on veut continuer de survivre, il faut vraisemblablement, mais ça c'est pas un problème qu'on peut traiter ici, c'est un problème politique, que les cliniciens se réunissent et se réunissent autour d'une plateforme minimum commune de clinique. Et il faut pour que cette plateforme puisse exister, qu'il y ait aussi une conscience d'un fond de théorisation commun, d'un fond théorique commun. Parce que ce fond théorique commun, ça constitue un noyau identitaire, en quelque sorte, pour les cliniciens. Et si on n'a pas ce noyau identitaire, eh bien, il n'y a pas de raison qu'il y ait des regroupements qui soient des regroupements identitaires. Et je pense que ça, c'est un facteur de fragilisation tout à fait considérable. Alors, un autre des effets, un effet alors tout à fait fécond, par contre, celui-là. Donc, je viens de faire le constat de la manière dont la psychanalyse officielle, entre guillemets, s'est plantée dans l'histoire des institutions de soins. On peut faire un deuxième constat, c'est comment le relais a été pris par des psychologues qui font une psychologie clinique psychanalytique, comment ce relais a été pris avec une inventivité de dispositifs extrêmement large et, conséquence tout à fait importante, une extension tout à fait importante aussi des compétences de la pensée clinique psychanalytique. Et c'est bien parce qu'il y a eu cette extension et en lien avec cette extension que les auteurs référentiels qui ont commencé à émerger ont été Bion, quand même un des théoriciens de la psychose, des théoriciens du groupe, Winnicott, un des théoriciens et un praticien de la première enfance, un des praticiens des modèles bébés, et pour les deux grandes pensées qui sont les pensées les plus importantes, Lacan, quand même, Lacan, c'est aussi l'appui sur la théorisation de la psychose. Donc, autrement dit, et puis on peut continuer avec un certain nombre de gens qui sont actuellement Geneviève Hague, Sami Ali. Sami Ali, c'est quand même toutes les problématiques que j'évoquais tout à l'heure concernant la toxicomanie, le hashish en Égypte, la construction de l'espace imaginaire, l'étude de tous les processus qui pré-organisent en quelque sorte la construction de l'imaginaire. Hein, puisque l'imaginaire, nous le rencontrons peu, puisque la plupart du temps, ce que nous rencontrons, ce sont des gens qui n'arrivent pas à l'organiser. Donc, c'est bien sûr la question de la construction de l'espace imaginaire qui est tout à fait essentielle. C'est le titre du livre, de l'un des deux livres de Sami Ali. C'est sa deuxième thèse. La première thèse, c'était de la projection, une thèse de doctorat d'État, puis il a fait ce qu'on faisait à l'époque, c'est une thèse complémentaire, et la thèse complémentaire, ça a été la construction de l'espace imaginaire. Donc, Anzieux, même chose avec le Moipeau, et avec toute la théorie des enveloppes. Bon,
pour faire le contrepoint, pour dire il n'y a pas que les anglo-saxons, mais il y a eu les anglo-saxons, il y a eu la pensée de Bion, et quand même une des pensées référentielles. La fonction alpha, ça marche tous azimuts chez les psychologues cliniciens. Hein. L'objet transitionnel, il y a un raz-de-marée de transitionnalité dans la pensée des cliniciens. Bon. Et puis les enveloppes psychiques, alors le moi-peau, etc. Bon. Donc on voit que ces choses-là sont étroitement liées. C'est aussi l'exploration de ces cliniques étendues, s'étendant de l'espace non névrotique, pour dire les choses vite, à des configurations non névrotiques, l'émergence de ces concepts-là et, pour aller avec, l'invention de dispositifs plus ajustés aux conditions de pratique en service public et au type de situation transférentielle auquel les cliniciens étaient confrontés. Alors, si on essaye de regarder d'un peu plus près maintenant, de descendre un peu dans le détail de ces extensions en question. Le dispositif analytique classique, c'est un dispositif divan-fauteuil. Les dispositifs qu'on va rencontrer dans les pratiques des psychologues cliniciens, alors il y a quelques dispositifs en face à face, mais la plupart du temps ce sont des dispositifs que j'appelle en côte à côte. Ce sont des dispositifs qui mobilisent des médiations. Dans la psychanalyse classique, la seule médiation, c'est l'appareil de langage verbal. Il y a pratiquement très peu de pratiques de psychologues cliniciens qui, à un moment ou à un autre, n'utilisent pas ou ne rencontrent pas la question d'une médiation utilisée. Ça peut commencer par les projectives, c'est une médiation, les projectives. Ça peut même être une médiation de la relation thérapeutique. Vika Shentoub par exemple, à Paris, et une partie de l'équipe de Paris 5, qui sont très en pointe pour les problématiques projectives, utilisent les planches de Rorschach comme des embrayeurs pour leurs entretiens thérapeutiques. Il y a toute une manière d'écouter le fil projectif à l'intérieur de la passation d'un test projectif qui véritablement suppose tout un appareillage de pensée et d'approche et de la prise en compte de la relation du transfert. Le fil projectif, c'est le point d'ouverture en direction du transfert sur la situation et sur le clinicien. On voit aussi qu'il y a encore d'autres particularités. Par exemple, le développement des groupes. Ça, on est dans le typique service public, économie. À l'heure actuelle, c'est économie obligatoire. Vous êtes dans un centre de consultation, dans ce qui a pris la suite des secteurs. Il y a 4 mois, à peu près, de file d'attente. Alors vous avez quelqu'un qui débarque en urgence, oui, c'est urgent. Alors attendez, en mai, j'ai quelque chose pour vous. Parce que c'est urgent. Quoi. Bon, il y a un moment où on finit par se dire, on va les mettre ensemble, on pourra en recevoir plus d'un coup. Bon, je parle là des premières consultations, quand il s'agit d'enclencher des traitements de psychothérapie. Alors, bon. Donc, autrement dit, le groupe devient pratiquement un objet obligé de toutes les pratiques. On s'est aussi aperçu, parce que le nombre d'échecs des psychothérapies d'enfants était, quand on a commencé à bosser là-dessus avec Berger pour développer les concepts de consultation familiale, on est parti du constat qu'il y avait 70% des psychothérapies d'enfants des secteurs de pédopsie de l'époque s'arrêtaient au bout d'un moment et avec des bénéfices relativement minimums parce que les conditions de pratique avaient complètement négligé la prise en compte de la famille, la place de l'enfant comme symptôme familial, etc. Et qu'il fallait inventer, et que par ailleurs, le seul modèle qu'on avait alternatif, c'était les thérapies familiales. Ce qui était développé à l'époque, c'était la thérapie familiale psychanalytique façon André Ruffiot. Façon André Ruffiot, c'est vous prenez une famille, vous les recevez 3 fois 1h30 dans la semaine, et
nous pencher sur leurs rêves. Alors, regardez les premiers travaux de Ruffiot des années 60. Vous allez voir, on avait des familles où il y avait 9 enfants, 8 enfants psychotiques, 1 ou 2 suicidés, quelques toxicomanes. Les voir 1h30, complètement impensable. 3 fois par semaine, c'était complètement impensable. Il fallait trouver. Alors, donc, si on prenait les enfants un par un, vous voyez ce que ça donne. Donc, on avait l'idée de les prendre en famille, mais en famille avec quel modèle de travail? Puisque le modèle qui nous était proposé de thérapie familiale, vous aviez soit les thérapies familiales systémiques. Les thérapies familiales systémiques, c'est vous avez 10 séances, vous avez, c'est tout protocolarisé, c'est très compliqué à mettre en œuvre dans les services publics. Il vous faut des glaces sans teint, il vous faut des gens derrière les glaces sans... Enfin bref, quelle histoire. On ne peut pas faire ça dans les conditions concrètes. Essayez de transposer ces modèles-là dans ce que vous connaissez sur vos lieux de stage. Vous allez voir, ça n'était pas possible. Donc il fallait inventer autre chose. Et on a donc inventé, à partir du modèle de Winnicott. Winnicott, il s'est trouvé dans cette situation. Il avait des gens qui étaient un peu dans tous les coins de l'Angleterre, qui voulaient venir le voir. Il les voyait tous les 3 mois. Il a inventé la consultation thérapeutique pour enfants. Magnifique, extraordinaire livre, modèle en quelque sorte pour toute la clinique contemporaine. Mais avec une toute autre conception, en quelque sorte, de la rencontre clinique. Parce que la rencontre clinique, je te vois toutes les semaines, je te vois 3 fois par semaine... quand vous n'êtes pas du tout pareil avec quelqu'un, quand vous le rencontrez, que vous l'écoutez, que vous savez que vous allez le revoir dans 2 jours. Et puis que vous allez le revoir encore 2 jours plus tard. C'est pas du tout la même chose que si vous avez quelqu'un qui vient de faire 250 km pour vous trouver, vous avez 1 heure devant vous et vous ne le reverrez pas avant 3 mois. Vous comprenez que ces conditions-là, ça pèse sur l'écoute clinique. Donc le modèle qu'il fallait inventer, c'était un modèle où on ne pouvait pas voir les gens toutes les semaines, parce que d'abord, ils ne seraient pas venus, que c'était impensable, que c'était une confrontation culturelle avec d'autres modèles qui étaient complètement, qui auraient fait exploser la situation, et que par ailleurs, il y avait les contraintes d'encombrement, et il fallait donc inventer une réponse. Donc ça a donné, on a essayé de tirer la quintessence de nos années d'expérience dans les bouquins sur les consultations thérapeutiques chez l'enfant. Mais vous voyez, c'est ça la démarche dont je vous parle, c'est-à-dire il y a des contraintes concrètes qui forcent, qui obligent à inventer des nouveaux dispositifs. Alors, dispositifs familiaux, bon, dispositifs de groupe, dispositifs familiaux, dispositifs de consultation. Et là, actuellement, j'ouvre une parenthèse, mais c'est un truc qu'on va essayer de lancer un peu avec Anne, Brun, c'est véritablement l'idée qu'à l'heure actuelle, le modèle de la consultation thérapeutique, je suis sûr que vous n'avez pas d'enseignement, d'option consultation thérapeutique. Si, ça existe. Non, on est d'accord. Or, vraisemblablement, ça va être le grand modèle de vos pratiques quand vous serez dans les interfaces. C'est-à-dire qu'on va vers une situation où il n'y aura pas moyen de travailler autrement. Alors, la consultation thérapeutique individuelle, ça ne se pense pas du tout de la même manière. Il faut la penser comme une unité. Il faut penser qu'il va y avoir une rencontre spécifique et qu'il faut que quand les gens partent, quand c'est fini, au bout d'1 heure ou d'1 heure et demie, ils partent avec quelque chose, du grain à moudre, quelque chose à mettre au travail jusqu'à pendant 3 mois. C'est absolument pas du tout pareil que je peux te laisser partir avec une situation un peu angoissée, etc. Oh, tu vas faire un petit rêve cette nuit, tu vas faire quelque chose, tu verras. Et puis on reprendra ça demain ou dans 2 jours. C'est pas le même. On ne peut pas faire ça. Le rapport au silence du clinicien, il ne peut absolument pas être le même. Alors à la fois face à ces situations de très grande détresse auxquelles on est confronté, mais non seulement face à ces situations de très grande détresse, mais aussi parce que il faut que les gens puissent repartir avec quelque chose. Alors quoi dire, hein? Donc vous voyez, on change de modèle de référence. Ça c'est pour les dispositifs. Inventer des dispositifs à médiation, inventer des dispositifs en côte à côte. Cette position en côte à côte aussi, elle est tout à fait importante. Épaule contre épaule. C'est pas du tout le même étayage.
On ne prend pas les patients de haut en les surplombant du haut de notre fauteuil alors qu'ils sont allongés. C'est une posture relationnelle qui n'est pas la même. Bon, au niveau des méthodes, la grande méthode quand même, jusque dans les années 70, c'est l'association libre, verbale. On écoute l'association libre verbale. Discours de Rome 53 de Lacan. Attendez, qu'est-ce que vous me racontez? Vraiment, le langage doit être mis au centre. C'est le langage verbal. Écoutez le langage verbal. La méthode de l'association libre, c'est la méthode verbale. Dites tout ce qui vous vient à l'esprit, mais dites-le avec des mots. Un enfant autiste. Alors, me dis-moi, mon petit, tout ce qui te vient à l'esprit. Hein? Parle-moi de ton désir. Il y a eu des pratiques comme ça à un moment donné. Il y avait des gens qui étaient conséquents, ils disaient, bon, ces enfants, ils ne veulent pas parler, ben on va attendre. Les enfants arrivaient, ils étaient installés sur une chaise, et tant qu'ils n'avaient pas dit ce qu'il en était de leur désir, ils restaient sur la chaise, toute la journée. On n'est pas loin de la maltraitance. Hein. Au nom de la théorie, bien sûr. J'ai vu aussi... dans d'autres services, situation que j'ai été conduit à essayer de superviser avant qu'il soit trop tard, des situations absolument scandaleuses d'un point de vue clinique, au nom du respect du cadre. Enfin, il ne faut pas violer le cadre, il ne faut pas toucher le cadre est intangible, il ne faut absolument pas le bouger. Et vous aviez quelqu'un en face qui était complètement inadapté à ce cadre-là, qui était en détresse et qui était en train petit à petit de mettre en place un suicide et qui allait marcher. Enfin, respect du cadre. Donc il a fallu faire bouger les cadres. On dit, ah mais attendez, il y a un métacadre derrière le cadre. Le cadre, c'est pas un fétiche, c'est pas intangible, c'est pas quelque chose comme ça. Ça résulte d'un certain nombre de raisons. C'est un dispositif qui est adapté à un certain nombre de besoins. Si les besoins ne sont pas ceux-là, si les processus engagés ne sont pas ceux-là, le rapport au dispositif doit changer. Ah, ça donnait un peu de jeu, ça a sauvé quelques vies, heureusement. Bon, alors la méthode. On avait donc la méthode de l'écoute. Enfant autiste, pas un mot. Enfant psychotique, ils grimpent sur les tables, ils sont sur les murs, il y en a de tous les côtés. Enfin, associés librement, on ne peut pas jouer avec une règle pareille. Autrement dit, les adolescents, c'est simple, les adolescents. Vous décidez que ça serait bien pour eux qu'ils rencontrent un clinicien. Je parle par exemple, adolescents de banlieue, vous voyez, vous avez un centre, moi j'ai bossé 20 ans au Minguette, alors je connais pas mal la situation. Donc vous avez un centre social, un centre de santé, un centre d'écoute, vous avez les adolescents, venez nous parler, ah vous allez pas bien, venez nous parler. Alors là, bon, ils viennent, souvent quelques jours plus tard, il y a quelques vitres cassées. Ils sont assis, ils ne supportent pas d'être assis, donc ils se lèvent, ils commencent à bouger. En face à face, regardez un adolescent des banlieues en face à face, vous allez voir ce que ça va donner. Tu vois ma photo, c'est d'une violence extrême. C'est pour ça qu'ils ont des cagoules, qu'ils ont des casquettes, qu'ils sont cachés. C'est parce que ça ne supporte pas ce regard en face à face. Donc vous avez une pratique fondée sur un lieu, sur un dispositif de face à face, et ainsi un dispositif qui suppose une immobilisation corporelle. Impossible. Si vous voulez travailler avec ces adolescents, il faut aller dans les banlieues, aller les rencontrer là où ils sont, c'est-à-dire dans les entrées d'immeubles, dans les squares, marcher avec eux, pas marcher, on ne marche pas en face à face, hein, on marche en côte à côte. Donc, motricité, côte à côte, à domicile. C'est une transformation tout à fait considérable, mais alors, à partir de ce moment-là, comment on fait pour continuer à maintenir, est-ce qu'on peut continuer à maintenir une écoute de l'associativité verbale? Quand vous les suivez, ces ados, vous apercevez qu'à un moment donné, ils arrivent près d'un endroit et ils commencent à remettre la capuche, ils commencent à se tourner un peu. Vous ne comprenez pas pourquoi, parce que vous, il y a une rue, vous marchez dans la rue. Oui. Sauf que vous ne savez pas, c'est que le lieu est territorialisé.
qu'à partir du moment où vous arrivez sur telle partie du territoire, vous risquez de rentrer dans le territoire de ceux qui sont dans l'allée d'à côté, et que si vous rentrez sur le territoire de ceux qui sont dans l'allée d'à côté, ça sera une provoque, et que vous risquez sacrément de vous faire massacrer. Ah, les lieux parlent. Les lieux sont porteurs de messages. Alors l'associativité verbale, est-ce que ça inclut les lieux? Est-ce qu'on écoute l'associativité des lieux? Est-ce que le jour où l'ado est suffisamment bien pour marcher sur le territoire d'un autre, vous arrivez à le considérer comme signifiant? Il faut déjà avoir repéré qu'il faisait cette opération-là. C'est une conquête tout à fait considérable pour lui. Si vous écoutez uniquement l'associativité verbale, vous n'allez jamais repérer ça. Alors heureusement on a Freud. Heureusement on a Freud parce que à partir de ce moment-là, on se dit mais enfin comment il a fait lui? Et alors si vous commencez à le relire, moi ce que j'ai fait, j'ai pris mon petit bâton de pèlerin, puis j'ai reparcouru les premiers textes de Freud et je me suis dit mais d'où est-ce qu'on sort cette idée que l'associativité elle est verbale? Vous lisez les études sur l'hystérie, vous allez avoir un Freud extrêmement attentif au mouvement des patients, à leur mouvement corporel, à leurs symptômes. Le corps parle. Il aurait dit le symptôme a son mot à dire. Il vient se mêler à la conversation. Mais ça veut dire que la conversation, elle n'est pas conversation verbale. Elle est rencontre d'un sujet avec une polymorphie associative et d'une écoute polyphonique. Quand Freud écoute, il écoute aussi bien l'émergence des affects que l'émergence d'un symptôme corporel, que l'émergence de la motricité, qu'il écoute la symbolisation présente à travers le discours verbal de ses patients. Il est une écoute qui est une écoute de la polymorphie de l'expressivité humaine. Vous savez parfaitement qu'on est contraint à une écoute comme ça. Vous êtes en service hospitalier. Vous arrivez, vous visitez une brave dame dont on vous dit, oh là là, elle est bien difficile, elle est délirante. Elle a été opérée. Alors elle vous explique son opération. Elle soulève la jupe. Et voyez-moi la cicatrice là. Cachez ce sein que je ne saurais voir. Non, moi j'écoute les signifiants majeurs du langage. Oui, le problème c'est que j'ai une cicatrice sur un corps un peu dénudé qui est là. Les patients psychotiques, on sent que de temps en temps, leur relation à la pudeur n'est pas exactement celle à laquelle on pourrait s'attendre pour faire une bonne séance de psychothérapie d'écoute verbale. Je ne parle pas des enfants autistes. Les enfants autistes, essayez d'écouter, ils ne parlent pas. Essayez d'écouter leur associativité verbale. Autrement dit, vous voyez qu'au niveau de la méthode, il y a une pression tout à fait considérable pour faire un retour sur la question de la méthode clinique. Et un retour sur la question de la méthode clinique qui a comme fondement de réécouter un sujet humain dans l'intégralité de son expressivité. Et d'avoir une écoute qui n'est pas simplement j'écoute les mots, je joue sur les mots, je trifatouille, comment, etc. Mais d'écouter avec la polyphonie de tous les effets de polymorphie. La polyphonie, c'est-à-dire que est-ce que je suis capable d'écouter comme un fragment de message verbal, et je suis contraint d'écouter comme un fragment de message verbal passe par, ou s'associe à un mouvement, un enfant qui d'un seul coup se lève, se bouge, va dans un coin, s'associe à, d'un seul coup il a très très envie d'aller faire pipi, il faut qu'il sorte. Tous ces modes d'expression-là sont présents dans le travail qu'on est obligé de faire. Un enfant, un adolescent, les vieillards, le troisième âge, le quatrième âge, où l'expressivité corporelle et tout ça, ça a une importance tout à fait considérable aussi. Alors voilà. Et est-ce qu'on va être capable, parce que ce qu'il y avait de bien dans l'écoute du langage verbal, c'est qu'on savait qu'on écoutait un langage.
On écoutait des messages, on écoutait une adresse. Donc pour le transfert, c'était facile. Il y avait un message, il était formulé, il était adressé. On regardait s'il y avait une demande, s'il n'y avait pas de demande, s'il y avait un besoin, un désir, etc. On avait un repérage relativement clair. Mais à partir du moment où vous avez une polymorphie expressive, est-ce que le corps a son langage? Est-ce qu'il y a un langage du corps? Quel est le langage du corps? Et vous voyez bien les questions que ça pose. Parce que le langage du corps, bon, vous travaillez avec des adolescents, mettons. Le langage du corps, vous avez quand même l'impression que quelqu'un qui débarque en gothique, il dit quelque chose. Que toute sa manière de s'habiller, ses piercings et tout ça, ça dit quelque chose d'un certain type de rapport à la mort, d'un certain type de rapport au corps. Ça va. Mais le gamin violeur qui participe à une tournante, c'est du langage, ça? Qu'est-ce qu'il raconte? Vous voyez, la criminalité, l'antisocialité, est-ce que c'est messager? Est-ce qu'on peut constituer, se mettre à l'écoute du langage corporel des délinquants ou des langages corporels des criminels en considérant pleinement qu'on est en face d'un langage? Ou qu'on est en tout cas dans quelque chose qui a un devenir potentiel de langage. C'est-à-dire qu'on reste dans une écoute centrée par la symbolisation. Vous saisissez les problèmes que j'essaye de soulever? C'est-à-dire que c'est bien beau de dire, bon ben d'accord, on a une méthode, on va l'élargir, on va écouter aussi la tonicité, la posturalité, les mimiques, la gestuelle, on va écouter tout ça, oui. Mais pour écouter tout ça, c'est pas rien de se décider à écouter tout ça. Il faut aussi penser que si on l'écoute, c'est parce que ça nous est adressé. Autrement, c'est complètement persécutif. Si je me mets à écouter quelque chose, c'est l'autre sujet qui ne m'est pas adressé, qui n'est pas un message. Hein? Et donc que ça m'est adressé, et que si ça m'est adressé, que ça contient un message. Donc, par exemple de mutation, quand vous regardez le langage traditionnel, vous êtes en face à face. Vous lisez les travaux des psychanalystes sur le face à face, et ils disent, alors ouais, le face à face, ça va limiter la régression, et, parce qu'il va y avoir un appui sur la perception. Et cet appui sur la perception, c'est un appui sur la réalité, donc ça va modérer le monde fantasmatique, d'où l'intérêt du face-à-face dans les cas difficiles. Bizarre. Moi, j'ai une patiente, par exemple, en face-à-face. Quand je parle, elle met la main sur la bouche comme ça. Si ce que je lui dis lui plaît pas, elle appuie très fort et je vois toute sa peau autour de la bouche blanchir. Si ce que je lui dis lui plaît, elle écarte la main, elle en trouve la bouche. Perception dans le face-à-face. Elle m'envoie un message. Elle m'envoie un message extrêmement complexe. D'abord, elle m'envoie le message, c'est pas sur les oreilles, hein, c'est sur la bouche. Donc, les mots, ça lui rentre par la bouche. C'est quand même pas inintéressant. Remarquez que dans sa configuration, son organisation intérieure, le langage pénètre par la bouche. C'est un saint langage, quoi. Ça la nourrit. Bon, qu'elle peut être capable de me dire, j'en veux pas. Donc elle ne peut pas me dire non. Quelqu'un d'autre m'écouterait, dirait, ouais, vous pensez ça, non, mais je ne suis pas d'accord, d'ailleurs ça ne correspond pas à ce que j'ai dit. Très bien. Elle est absolument incapable de me dire non. Elle ne peut pas me dire non. Mais elle peut mettre la main et puis pousser pour pas que ça rentre. Et ça, je le vois. Elle serait sur le divan, je ne suis pas sûr si je le verrais, mais là, elle est en face, je le vois. Et ça m'est adressé comme un message. Et que je le veuille ou pas, je vais tenir compte de sa réaction corporelle à ce que je vais dire. Je suis en train de parler à quelqu'un, puis je le vois de plus en plus se retirer comme ça, puis après monter les machins, monter les genoux. Quand même, c'est pour pas voir qu'il y a une menace dans ce que je suis en train de dire pour lui. Et qu'il est en train de se protéger éventuellement de l'impact de ce que je dis sur lui pour pas voir ça. C'est-à-dire, autrement, c'est pas une question de perception. C'est une question de nature du message. Quand nous sommes en face à face, nous avons ouvert un nouveau canal de communication. Et ce nouveau canal de communication, c'est un canal de communication visuel. Ça veut dire que on parle, et Dieu sait que si c'est quand même absolument essentiel et fondamental en clinique de voir qu'on parle avec son corps, qu'on parle avec son look,
qu'on parle avec son smell, je ne sais pas comment dire, ses sensations, ses odeurs corporelles. Les gens, ils puent horriblement. Ben, ils vous disent quelque chose quand ils puent horriblement. Hein, on est devant une défense quasi biologique du style pue-toi, toi à distance, tiens-toi loin, quoi. Ça tient l'autre éloigné. Et puis alors vous avez au contraire alors, des odeurs de parfum qui couvrent les autres, enfin qui se mettent. Bon, notre corps s'exprime. Et alors là, encore une fois, les adolescents, ils sont extraordinaires parce que c'est chez eux que c'est le plus net. Vous regardez les ados, comment ils sont habillés, et ils vous disent leur groupe d'appartenance, avec la manière de s'habiller. Ils vous disent s'ils sont dans le jean bleu marine, pull noir. 70%. Garçon-fille, mêlé, hein. Jean un peu bleu, plutôt bleu et pull noir. Vraiment, mais alors, vous regarderez dans la rue, mais vous regarderez les étudiants. Mais pas vous êtes variés, mais vous êtes des grands, vous êtes déjà presque dans la... Enfin, quand même. Bon, puis alors vous avez quelques-uns qui tranchent. Alors, vous avez les babacools, hein, un peu. Alors là, vous avez c'est de l'amplitude. Vous avez un peu, peut-être parfois même les pieds nus, hein, dans des espèces de savates comme ça. Bon. Mais ça parle avec les dreadlocks éventuellement ou la petite queue de cheval derrière, même pour les garçons. Bon, vous en avez quelques-uns comme ça. Bon, les gothiques. Les baggy, alors vous avez la ceinture enlevée, le sous-vêtement du dessous qui apparaît au-dessus. Enfin, et puis bon, vous avez aussi les multicouches. Les multicouches à grandeur différente. Bon. Il y a un langage, tout ça. Et c'est à tel point que quand vous les suivez, quand vous les écoutez au long cours, bah vous découvrez qu'effectivement, le multicouche, il ne fonctionne pas du tout sur le modèle du gothique. Et qu'à travers son langage, ils nous préviennent, ils nous disent, ben voilà, moi je suis gothique. Bon, alors bon, il n'y a pas encore pour l'instant de style mélancolique. On est gothique, il n'y a pas un look typique du borderline. Mais par contre, vous avez quand même toute une partie les gens qui jouent avec les limites, avec les frontières, etc. Bon, on les reconnaît avec les toxicomanes, avec tout ça. Donc vous voyez, ça suppose une méthodologie de l'écoute clinique, hein, et de la méthode et de l'écoute clinique qui est tout à fait spécifique et qui est tout à fait élargie. Et qui est liée au fait que dans nos dispositifs, nous avons des dispositifs open. Nous avons des dispositifs ouverts. Nous avons des dispositifs où il n'y a pas que ce que disent les gens qui comptent, il y a aussi leur manière d'être, leur manière de se présenter, leur motricité, leur tonicité, leur posture, que tout un système de communication passe par là. Donc, encore un effet sur les méthodologies, en quelque sorte, à développer. Au niveau, pour en terminer, puisqu'il reste peu de temps, au niveau des références théoriques, j'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure avec les enveloppes, les contenants, etc. Mais toutes ces questions-là, elles sont sous-tendues par une autre grande question. Et la référence majeure de la psychanalyse classique et traditionnelle, c'est différence des sexes, différence des générations. Ce qu'on appelle la double différence. Quand vous regardez quelle est la référence majeure des problématiques sur lesquelles je m'avance, mais à peu près vous tous travaillez, il y a toujours une application qui précède l'organisation de la différence des sexes et la différence des générations, et qui va concerner la différence du moi et du non-moi, qui va concerner un processus de différenciation, premier, moi-objet. Et dans toutes les problématiques identitaires, dans toutes les problématiques limites, la problématique référentielle, c'est comment se différencier de l'autre, comment se relier à l'autre et comment se différencier de l'autre. Avec deux grands modèles, je ne me relie pas à l'autre, comme ça je n'ai pas à chercher à m'en différencier, c'est plutôt sur le modèle du retrait autistique, ou alors je me
relie à l'autre, mais à ce moment-là, je me fonds dans l'autre, je suis menacé par une intrusion de l'autre, je dois me protéger de cette intrusion-là, et je deviens violent, etc., suivant une modalité qui est ces modalités qui sont, non pas sur le pôle cette fois, mais plus sur le pôle, alors on va dire fusionnel, mais mélancolique, voire violent, etc. Donc ça encore, ça a des conséquences. Quand vous regardez en gros la problématique essentielle de la pensée freudienne, la différenciation moi-non-moi, ça n'est pas un axe organisateur de sa théorisation. Non pas que chez Freud il y a tout, il est malin comme tout. Bon, alors vous avez un petit truc, cela je veux le cracher, cela je veux le mettre en moi, en 1925, comme ça, dans la dénégation, une petite remarque sur la différenciation entre le non-moi et le moi, mais c'est un petit texte qui fait quelques pages, sur 40 gros volumes. Le fétichisme, quand il le travaille, différence des sexes, c'est le sexe féminin. Et même de manière absolument étonnante, parce que, par exemple, quand il le travaille, en 1927, dans l'article sur le fétichisme, il le travaille à partir de l'homme au loup. Alors l'homme au loup, il a un fétiche tout à fait particulier. Il est très très attiré par un brillant. Alors c'est comme ça passe de l'anglais à l'allemand, on ne sait pas trop si c'est un brillant sur le nez des femmes ou si c'est un regard qui fait briller le nez. Hein, il y a une ambiguïté dans la traduction de la... Alors attendez, le fétiche, donc c'est le visage. Bon. La méduse, c'est le visage. Bon. Et la théorisation de Freud. Ah, attendez, c'est le visage. Mais non, mais ça compte pas, ça, le visage. C'est le sexe féminin. Ah bon? Il y a un déplacement du haut vers le bas, donc la théorie du fétichisme, c'est la castration, on en revient à la castration. Alors tout son cas est centré sur un fétiche dans le rapport au visage, et la théorisation, c'est de dire, ça se voit comme le nez au milieu de la figure, ce qu'il n'y a pas, c'est le sexe de la femme. La méduse, c'est pareil. La méduse, elle a des serpents partout sur la tête. Ah non, mais c'est autant de sexe masculin. Ça dénie autant de fois la castration. Donc vous voyez le modèle, c'est la différence des sexes, la différence des, et la différence des générations. C'est pas le rapport au miroir, par exemple, du visage de l'autre. Si Winnicott avait à travailler l'homme au loup, il aurait travaillé le rapport au visage de la mère. Freud, pas du tout. Donc tout le problème de moi dans l'autre, l'autre dans moi, moi non moi, dans ce rapport en spéculaire premier. Freud, il va complètement ailleurs. Hein. Alors, bon, maintenant on commence à penser que peut-être quand même, si le fétiche étrange d'ailleurs, hein, que celui de l'homme au loup, fétiche chez un monsieur qui a une organisation plutôt borderline, avec des moments psychotiques, hein, l'homme au loup. On n'est pas quand même dans l'organisation fétichique classique, c'est pas du fétichisme de petites culottes à froufrou ou du porte-jartel ou même des bottes, hein. On est complètement ailleurs quand même, il faut quand même bien le dire. Eh ben, on serait peut-être tenté de dire voilà une problématique qui s'interprète en fonction de la différenciation du moi et du non-moi, et non pas en problématique en termes de différence des sexes ou de la différence des générations. Bon, vous voyez quand même, là aussi il y a des inflexions au niveau de l'axe de la théorisation qui sont considérables. Alors, pour finir en 2 minutes, programme. J'ai fait mon intro, j'espère que vous êtes convaincus, j'espère que vous avez envie de vous balader dans cette aventure avec moi-même. Et maintenant, je vais vous donner quelques villes-étapes. Alors, c'est des villes-étapes, c'est des étapes. Maintenant, si ça ne vous plaît pas, on pourra changer. Si vous avez d'autres étapes à proposer, moi je suis preneur. Je travaille avec vous. Donc mes fondamentaux à moi, ça a été de dire, bon, il y a quand même un fondamental de base qu'il faut rappeler, c'est le concept de réalité psychique. Le credo du clinicien, c'est « je crois en la réalité psychique ». Alors c'est quoi cette réalité psychique? Qu'est-ce qu'il implique ce credo? Pourquoi ça s'appelle... C'est pas « je crois au fantasme », c'est « je crois en la réalité psychique ». Donc on va rencontrer la question de ce concept, ça on fera ça la semaine prochaine si vous voulez bien. Après, je vous propose une réflexion sur
les spécificités de la rencontre clinique. Qu'est-ce que c'est qu'une rencontre clinique? Donc c'est des concepts, ça, rencontre clinique, et comme cas particulier de la rencontre humaine. Et là aussi, il y a une position. Nous sommes des sujets qui rencontreront d'autres sujets, sauf que nous sommes des sujets cliniciens. Donc le fond, c'est la rencontre humaine, et la spécificité, c'est qu'est-ce qu'elle devient dans la rencontre clinique. Et on n'est pas dans le monde de la psychiatrie, où d'emblée l'autre est constitué comme objet, où il est rencontré, exploré comme objet, et il est objet, par exemple, de diagnostic. On n'est pas dans la rencontre clinique, on n'est pas dans cette posture-là. On est un sujet qui rencontre un autre sujet, mais qui le rencontre avec des caractéristiques cliniques. Ça vaut le coup de passer un petit moment pour réfléchir là-dessus. Et bien évidemment, dans cette rencontre clinique, il y a quelque chose qui va émerger comme un concept dont, à mon avis, nous avons absolument besoin, mais que nous avons aussi absolument besoin de travailler, qui est le concept de transfert. Alors, qu'est-ce que le transfert? Comment ça fonctionne, le transfert, dans la rencontre clinique du psychologue clinicien? À partir du moment où on aura rencontré la question du transfert, on va avoir à réfléchir un peu en détail. Là, je vous ai mis un peu à la bouche, j'espère, autour de la question des dispositifs, mais après, il faut travailler sur est-ce qu'on peut avoir un outil d'analyse des dispositifs. Si vous êtes conduit à bricoler, à inventer des dispositifs, il vous faut aussi analyser ce que vous faites, d'une certaine manière, comprendre ce que vous faites. Et ça suppose une méthodologie peut-être d'approche des dispositifs cliniques. Et puis on terminera, ça fait du boulot tout ça, mine de rien, avec deux concepts qui sont, à mon avis, aussi des concepts de fondement. La symbolisation, et en particulier les formes primaires de symbolisation, les formes émergentes de la symbolisation, pour qu'on ne soit pas dans une clinique déficitaire. Clinique déficitaire, c'est il n'a pas assumé la différence des sexes, il n'a pas assumé la différence des générations, il a des actes qui déchargent sa vie psychique. C'est-à-dire où on insiste sur tout ce qu'il n'y a pas chez les sujets. Et moi, je pense que pour une bonne rencontre clinique, il faut essayer de voir ce qu'il y a. Il faut essayer de voir ce qui émerge. Donc il faut se pencher sur les formes émergentes de symbolisation. Et ça suppose tout un travail et une réflexion sur des formes de symbolisation qui ont été décrites chez les signifiants formels d'Anzieux, les pictogrammes de Pierre Lanier. Il y a tout un certain nombre de concepts comme ça. C'était l'enjeu de notre congrès, les dernières formes primaires de la symbolisation. Et puis ensuite, on terminera sur un concept que je vous propose pour bricoler aussi son cadre. C'est le concept de besoin du moi. Alors, besoin du moi, les besoins psychiques. Pour faire son travail de symbolisation, il y a un certain nombre de conditions. La psychanalyse traditionnelle s'est structurée autour de la problématique du désir. Peut-être bien qu'une des caractéristiques que nous allons rencontrer dans toutes les problématiques identitaires, dans toutes les problématiques où il y a une souffrance narcissique importante, c'est plus une problématique du besoin, c'est une problématique beaucoup plus trouble, dans laquelle la question du besoin, enfin c'est plus une problématique du désir, pardon, c'est une problématique beaucoup plus trouble dans laquelle la problématique du besoin va émerger. Mais pas le besoin de manger, d'avoir chaud, etc. Pourquoi pas aussi. Mais de quoi un sujet a besoin psychiquement pour pouvoir faire son travail d'appropriation de son expérience. Là, j'ai débordé un peu, mais vous avez le programme. Donc, à la semaine prochaine. J'étais en train de penser que vous l'aviez, en fait, une autre liste, vous nous avez bien fait passer un mail sur la journée bien de ou le colloque, ou Noël Saudi. Ah oui, par le biais de Noël a dit de la passer, oui. Je lui avais dit de me mettre en copie. Ouais. Vous voulez quoi? Je pars. Ah, si, si, si. Oui, c'est bon? Voilà. C'est en disant qu'il y a le personne qui veut personne, c'est pas très confortable. C'était super mal.
Tu veux qu'on aille voir? Bon, rien de grave, mais je crains la même chose. Le problème, c'est que j'ai pas le temps, c'est ça. Ouais, j'ai fait ça va toi? Oui. Est-ce que je pourrais de merguez pas? Ouais, là c'est juste ouais, non, il n'y a pas de soucis. Le Master 2. Je suis en train de réaliser. Ouais, pas de soucis. Je m'engage. Tu vas aller voir? Ouais, j'aimerais bien. Il faut que je retrouve ça. Moi, j'ai pas là. Je te raconterai après. J'ai pas une canette. J'ai pris la Bah, du coup, tu me dis que. Ouais. Et tant qu'à faire, du coup, si t'avais Soda Tiggy aussi, j'ai pas été. J'avais des supervisions, du coup, j'ai pas pu non plus y être. Et du coup, il faudrait peut-être que j'enlève des films là, parce que ça risque de bloquer à mon avis. Je sais pas si ça va passer. Voilà. Je vais les voir un petit coup. Quand c'est fini, tu l'enlèves ta carte. Ouais, merci beaucoup. Oui, c'est bon. De toute façon, ça reste sur le micro. Oui. Ah ouais. Là, il y a un truc qui tourne encore, par contre. Ah bon? Ouais. Ah, c'est un Rama, ça, non? C'est un Rama? Elle l'a pas arrêté. Pourquoi? Faire une pause. J'appuie ici, là? Ou là, Non, sur stop, et puis après, tu appuies que sur... Ah non, ça va. Ici?